Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer les petites expériences avec l'onglet Unattend Servicing. Donc dans les précédentes vidéos, on avait vu comment utiliser l'option 8 dans l'interface des ISM GUI modifiée par mes soins. Ensuite, on a vu le point 6, et là ça fait l'objet de deux vidéos car on a repris sur la deuxième vidéo une petite correction pour éviter des problèmes de chaînage en fait de l'installation de Windows au niveau des écrans. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était avoir une solution où on n'intervient pas en termes humains avec le clavier pour passer un écran. Donc, tous les écrans doivent se déployer automatiquement. Donc, ça, on a vu comment il fallait faire. Là, maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'option 3. Alors, sachant qu'on a eu un petit souci avec l'option 6, on va refaire la même manip pour l'option 3, c'est-à-dire qu'on va utiliser les deux fichiers. Donc, le fichier auto-inattend qu'on avait utilisé à l'étape 6, on va le réutiliser à l'étape 3 sur le boot.vim, et le fichier unattend, on va le mettre sur l'install.vim. J'en profite pour dire aussi qu'on va utiliser la gestion des points de montage en simultané. Comme ça, on verra si la petite correction que j'ai appliquée pour éviter l'aléa sur l'index existe toujours ou pas. Donc on va vérifier ça. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué le contexte. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, on va sur l'onglet Mount Unmount Control. On sélectionne l'image boot. Toujours dans le dossier x64. Voilà. Source. Et on vient sélectionner le boot.vim. Donc au préalable, j'avais bien recréé le dépôt. C'est un dépôt tout neuf. Il n'y a pas de souci. On peut l'exploiter directement. Dans le dépôt, je vous rappelle, on a un dossier x64 avec, dans le dossier source, un install.vim, un boot.vim et le catalogue pour WSIM au cas où on devrait vérifier les fichiers Unattend. D'accord? Et le install.vim ici, c'est bien une édition Windows 10 Pro. D'accord? Donc je reviens à l'interface d'ISM GUI. Donc là, j'ai sélectionné le boot.vim. J'ai deux index. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'index 2. Donc je place ici, dans le champ index, index 2. On me confirme que c'est bien Microsoft Windows Setup x64. D'accord? On vient choisir un point de montage. Le point de montage, on va le mettre sur le dépôt dans le dossier boot. On va cliquer sur Mount Image avec les options par défaut pour le monter en lecture-écriture. Donc c'est parti. Voilà, c'est monté. Donc l'image est petite, donc ça va très vite à monter. Ensuite, on va faire la même chose avec l'install.vim. Donc on choisit une nouvelle image. C'est là qu'on va voir si notre bug il va se résorber. On va sélectionner dans x64, alors ce qui est sur le D, notre fichier install.vim dans source, et on va l'ouvrir. Et là, vous voyez, l'aléa a disparu, donc le correctif fonctionne. Là, ici, dans mon image install.vim, j'ai un index 1 et un Windows 10 professionnel. C'est la version que j'avais extraite du fichier install.esd. Donc je sélectionne l'index de l'image, et cette fois-ci, je change le point de montage, je ne le mets pas sur boot, je le mets sur install, qui est sur le D. Donc je sélectionne install, hop, et je fais OK. Ensuite, je le monte en lecture-écriture. Voilà.
Donc là, il faut attendre un peu. Alors pour la suite, on va utiliser l'option combiner 6 et 3 dans l'onglet Unattend Servicing. Voilà, donc l'image est correctement montée. Donc si je regarde le nombre d'images montées sur le système en cours d'exécution, donc sur mon Windows, j'ai 2 points de montage. J'ai le point de montage sur d2./boot, index 2, concernant la source du fichier boot.vim, monté en lecture-écriture, et son état, il est correct. Ensuite, on a la même chose pour l'install.vim. D'accord, je vous laisse regarder. Et l'opération a réussi et le code de sortie est de 0. Donc tout va bien. Maintenant, on va se placer sur l'onglet Unattend Servicing. D'accord. On va cliquer sur Refresh Mount Image. D'accord. Et on va sélectionner en fait sur quelle image on veut travailler. Donc là, je prends d'abord le boot. D'accord. Donc ça, je vous rappelle que c'est la première partie de l'installation du setup de Windows. On vient maintenant sur cette image sélectionner l'option 6 pour rajouter la partie de la passe WinPE et Offline Servicing configuration. Donc ça va essentiellement configurer les disques avec les bons labels, etc. et le bon type de partitionnement qu'on a imposé. Et dans la partie Offline Servicing, ça va me rajouter les paramètres OEM informations que j'avais mis dans mon fichier auto unattend. D'accord. Donc ici, je vais sélectionner mon fichier XML qui se trouve sur mon bureau, dans Unattend, OK, au niveau de l'option 3, et on vient sélectionner Auto Unattend. Je vérifie que c'est le bon fichier, donc ça m'a l'air d'être bon, et ensuite, je fais Appliquer. On me dit que l'Auto Unattend, il est simplement utilisé pour le WinPE et la passe Offline Servicing. Donc il a copié le fichier dans source du dossier boot. On peut aller vérifier. Boot. Source. Effectivement, on voit notre Unattend. Dedans, si je l'ouvre, j'ai bien la passe Offline Servicing et la passe WinPE. Donc je vous avais dit, dans la passe Offline Servicing, j'ai mes informations OEM, et dans la passe WinPE, j'ai la configuration des disques et des labels. D'accord. Ensuite, on précise bien qu'on met sur le disque 0. Alors ça sera pour VirtualBox. Et sur la partition 4 pour l'OS. Donc l'OS qui a le label au niveau partition Windows. Et ensuite, on a stipulé quelques autres paramètres, dont la langue française, et ensuite l'organisation avec le nom du propriétaire et la clé de Windows. D'accord. Donc ça, c'est la petite récap. Je reviens à l'interface des ISMD. Maintenant, on va sélectionner notre dossier install, et cette fois-ci, on va utiliser le cache c2.windows Panther 2 qui est intégré dans install.vim, d'accord. Et on va utiliser le fichier unattend XML, toujours dans l'option 3, d'accord. Et je fais appliquer. Donc là, il a créé ma directory Panther dans le dossier Windows de l'image install.vim, et il m'a injecté le fichier unattend dans ce dossier. Donc là, c'est fini. Maintenant, on retourne sur les points de montage. On va
committer, donc en fait valider les modifications au niveau de l'image en cliquant ici sur Commit, et on va démonter notre support. Alors comme les champs sont déjà initialisés, on va démonter d'abord install.vim. C'est parti. Voilà. Donc l'image install.vim a été démontée. On voit qu'il n'y a pas de code d'erreur, donc l'opération est réussie. Ensuite, on va faire la même chose pour le boot.vim. Je vous rappelle, si on clique ici, on a la possibilité de voir les points de montage à l'instant T. Donc là, sur mon système Windows actuellement, j'ai encore un point de montage qui montait, qui est le point de montage du boot.vim. D'accord? Donc pour ça, je dois le sélectionner au niveau démontage. Et le démontage a besoin de la directory du point de montage. Donc pour ça, on a un bouton ici, Refresh Mount, qui va me remplir le combo box ici. J'ai juste qu'à faire un copier de ce combo box pour le remettre sur Mount Location. Et je fais Unmount Image en prenant soin d'avoir mis l'option Commit. C'est parti. Donc normalement, ça devrait aller un tout petit peu plus vite. Parce que boot.vim, il est moins conséquent que install.vim. Voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de message d'erreur. Voilà, tout est bon. Et cette fois-ci, maintenant, on peut passer à la création du support. Donc, on va dans OSCDIMG. Donc là, au passage, hein, si on reclique sur Get Mount Image Info, on n'a plus d'image montée. Donc ça donne ça. D'accord? On va sur OSCDIMG pour créer notre DVD ISO hybride. On sélectionne les cases comme d'habitude qui vont bien. On va placer un label. On va sélectionner une double entrée pour le dual boot au niveau du DVD. Ensuite, on vient sélectionner notre support x64. On vient sélectionner notre dossier ISO pour le dépôt de l'ISO. Ici. On va s'assurer qu'il est bien vide. Il est vide, c'est bon. On fait OK. Et ensuite, on met un nom pour notre ISO. Et on fait Make ISO DVD. Voilà. Voilà, l'ISO DVD est fait. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on peut quitter l'interface DSMGUI. Maintenant, on va utiliser VirtualBox pour vérifier si le support est correctement fait. Alors, test Win10. On vient sélectionner notre ISO qui est sur le D, hein, D ISO Win10 Pro x64.iso. On vient retirer l'Unattend de VirtualBox. Donc ça, c'est la version intégrée dans VirtualBox. Moi, j'en veux pas. On a la nôtre. Ensuite, j'augmente un peu la mémoire. Je vais sur les disques et je mets 80 Go pour les disques. Et ensuite, alors je contrôle toujours. Vérifie, c'est bon. Et voilà. Et je fais démarrer l'image, enfin la machine virtuelle test Win10. C'est parti. Je clique une fois sur la fenêtre
et j'appuie sur la barre d'espace pour lancer le DVD. Je positionne la fenêtre correctement. Voilà. Et j'attends. Donc normalement, je ne devrais pas voir d'écran. Début du démarrage du programme d'installation. Donc on n'a pas vu d'écran intermédiaire. Donc là, la partie WinPE et Offline Servicing a été déjà traitée. Donc c'est en bonne voie. Alors maintenant, reste à vérifier si la partie unattend va être exécutée correctement. Il ne faut pas oublier que l'installation de Microsoft Windows est découpée en deux étapes. Il y a une première étape qui est dans le boot.vim et une deuxième étape qui est dans le install.vim. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez le premier point, il est marqué copie des fichiers de Windows. Donc en fait, à cette étape-là, il recopie aussi le install.vim sur le disque dur. Et il y a un moment, il y a une passation de pouvoir qui se fait entre le boot.vim et le install.vim, parce qu'il aura recombiné des fichiers, et il devrait exécuter normalement notre cache Panther, à condition qu'il ne l'a pas écrasé. Sinon, on va retomber sur un système OOBE générique. C'est ce que je veux vérifier là tout de suite. Ok, premier redémarrage. Donc là, c'est l'instant de vérité. Donc c'est pas encore à cette étape que on verra le résultat. Il faut attendre encore un tout petit peu. En fait, il y aura une transition du fond noir sur un fond bleu. C'est à partir de là qu'on voit si les écrans vont disparaître ou vont apparaître. Voilà. Là, on a la transition du noir vers du bleu. C'est à ce moment-là qu'il va traiter le fichier unattend.xml. Si par malheur, il ne peut pas le gérer parce qu'il a été écrasé ou autre, on aura un unattend qui provient en fait du système OOBE, mais générique. C'est-à-dire la version standard de l'OOBE qui est prévue dans le DVD de base. Donc on va vérifier ça. Et si on n'a pas d'écran, bah ça veut dire qu'il a traité en fait notre fichier unattend.xml qui était dans le dossier c2.windows Panther. Voilà. Donc là, on voit que bah, ça ne fonctionne pas, puisqu'il nous demande de revalider la région. Donc on va faire oui. Disposition du clavier, on va laisser en français. Souhaitez-vous une deuxième disposition? Non, ignorer. Donc là, on constate que ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce que je pensais. Hein. À mon avis, il n'a pas conservé mon fichier unattend. Il a été écrasé ou remis à zéro hein, par rapport à la première étape. C'est possible. Là, j'ai pas encore ciblé le problème exactement, mais pour moi, c'est ça.
On le verra avec les tests sur l'option 2, parce que je vais reprendre les mêmes fichiers et on va faire le test sur l'option 2. C'est pour ça que je ne recommande pas d'utiliser le dossier Panther, parce que c'est un dossier où en fait on a un unattend qui est annoté, donc il est sous le contrôle du système en fait. Donc après, on aura peut-être un partiel, hein, ça c'est possible, hein, donc on va regarder le résultat quand même. C'est possible que les informations sont là, hein. Le problème, c'est que l'aspect zéro touch ne fonctionne pas. Ça peut être gênant dans un environnement industriel pour pouvoir déployer des machines, parce qu'il faut rester derrière le clavier et valider ces écrans qui passent pas. Donc ça, c'est gênant. Ceci dit, on a déjà une solution, puisqu'on l'a vu dans les précédentes vidéos, surtout avec l'option 8 par exemple, c'est la méthode passe-partout. Voilà, là cette fois-ci, donc comme je l'ai dit, hein, en fait là il utilise un OBE générique, la version de base, qui est présente dans l'ISO DVD. Il n'a pas pris en compte mon fichier unattend XML. C'est une certitude. Là, je vais mettre volontairement un nom d'utilisateur qui n'est pas identique, hein. Je vais mettre Didier pour voir vraiment les champs qui sont impactés. Je ne vais pas mettre de mot de passe parce que sinon il va demander des clés secrètes. Ça permet de chanter un peu des écrans. Je vais laisser un compte ouvert, c'est pas bien, hein, mais bon, c'est pour les besoins du labo. Ensuite, là je vais tout mettre à nom pour faire simple. La personnalisation de l'expérience utilisateur, bah, je fais ignorer. Ensuite, laisser Cortana, pas maintenant. Donc là, c'est la préparation du profil Didier, puisque j'ai changé de nom d'utilisateur. Comme ça va me permettre de vérifier les champs dans la finalité pour voir qu'est-ce qui est modifié réellement par rapport à l'utilisateur. Le but étant de trouver les relations qui existent entre les différents champs, sachant que normalement, on les impose dans les fichiers unattend ou auto-unattend. Et après, normalement, on devrait avoir le résultat escompté. Voilà. On arrive enfin sur le bureau. Donc, le bureau de l'utilisateur Didier. Donc, comme d'habitude, on va avoir quelques notifications qui vont apparaître. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, donc on va aller voir les paramètres système. On va aller dans le système. On va attendre qu'il rafraîchisse l'écran. Bon, il est toujours en train de télécharger quelques applicatifs et mettre en place. Voilà. Donc on voit. Ah, on a les informations OEM, ils ont été pris en compte. Donc ça paraît logique puisque le fichier auto-unattend XML a été traité. Le nom de l'appareil, on le voit, c'est bien DD333PC, donc ça a été pris en compte.
Si je descends, on a bien Windows 10 professionnel 22H2, donc ça c'est bon. Et ensuite, si je vais dans la partie support, on voit le fabricant, c'est bien DD333 avec un numéro de téléphone fictif et les heures fictives. Si on clique sur le support, on est bien redirigé normalement sur le site de GitHub DD333. Alors bien sûr, Edge n'est pas configuré, donc il va nous embêter. OK. Donc, pour la partie disque, pour ceux qui ont l'habitude de l'interface GUI, malgré qu'au premier coup d'œil, on ne voit pas toutes les informations, on voit 3 partitions, mais en réalité, il y en a 4. On lit bien sur de la GPT, normalement, parce qu'on est dans un système EFI. On peut le retrouver, cette information, au niveau du volume. On a bien GPT ici. Et au niveau de la partition, on a une partition système EFI. D'accord? Donc la partition de récupération, système. Alors on voit que le label Windows, il est là. Donc en fait, ça me confirme que mon fichier auto-inattend a été traité, vu que c'était dans la partie WinPE, dans la passe WinPE et dans la passe offline servicing, au niveau des informations OEM. Donc, a priori, c'est bon, hein. Il y a juste que de petits écrans qui nous posent problème. Et ensuite, donc ça doit être un problème de configuration quelque part. Mais bon, on regardera par la suite, hein. Si je regarde au niveau de Dispart, alors, on va faire un select. Voilà, liste partition, et ensuite un liste volume. Donc on retrouve bien les labels sur les disques, on retrouve bien des tailles de disques qu'on avait imposées dans le fichier auto-inattend qui a été traité dans la partie boot.vim. On retrouve bien notre recovery masqué ici sur 250 mégas. Donc ça c'est bon. Bah, tout n'est pas mauvais, hein. Univers. On a bien ici une 22H2 et on a bien l'utilisateur Didier qui a été déclaré et non pas DD. Donc on aurait un souci de traitement de l'utilisateur. On verra pourquoi par la suite. Je le laisse en suspens, mais on verra pourquoi par la suite. Voilà. Donc apparemment, c'est presque bon, mais c'est pas bon dans le sens où le zéro touch, on l'a pas, quoi. Donc dans un environnement individuel, personnalisé, bon, c'est pas personnel. On n'aurait pas trop de problèmes, mais pour un environnement industriel, ouais, ce serait un petit peu embêtant. Malgré que dans l'industrie, on ne fait pas comme ça, hein. On utilise MDT ou alors SCCM. Donc là, je vais quitter ma machine virtuelle. Donc voilà. Je vous rappelle quand même que la documentation suivante, donc Windows Setup Automation Overview, dans la partie recherche implicite, elle est importante. Et on a utilisé l'étape, l'option 3, et ça correspond bien au cache de réponse de Windows, et c'est un cache, on est bien d'accord, et il est bien stipulé
qu'il faut faire attention parce qu'il peut être écrasé par des commandes comme sysprep. Et il est bien marqué dans la partie importante ici, ne pas utiliser, modifier ou écraser, parce que ce fichier, il est annoté par le setup de Windows. Et comme là, on l'utilise dans un cadre qui est un peu spécial, vu qu'on utilise l'ISO DVD de Windows, et que le Windows Setup est splitté en deux parties, ça crée l'aléa qu'on a pu mettre en évidence là, aujourd'hui. D'accord? Donc on va refaire l'expérience avec l'option 2 et l'option 1 et voir ce qui se passe. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci et bonne journée. Au revoir.